Nicolas Fouquet a marqué l'histoire de France. Il a été l'un des hommes les plus puissants du royaume au début du règne de Louis XIV. Riche, ambitieux et aussi brillant que compromis, il s'attire à la fois la haine de Colbert, qui aspire à prendre sa place de surintendant des finances, et celle du roi Soleil. Le souverain et le contrôleur général des finances vont se liguer pour obtenir sa chute. Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'histoire, un podcast original Europe 1 Studio. La chute de Fouquet, l'homme qui faisait de l'ombre au soleil. Nous sommes à Nantes, dans l'un des anciens châteaux des ducs de Bretagne, le 5 septembre 1661. La tenue des États de Bretagne vient de s'achever. Louis XIV, qui fête aujourd'hui ses 23 ans, retient un instant son surintendant des finances. Nicolas Fouquet échange quelques mots avec le jeune souverain qui souhaite organiser prochainement un entretien avec lui. Bien que son ton soit neutre, Louis XIV déteste du plus profond de son être son surintendant des finances, qui le regarde toujours avec un brin de condescendance. Tout en discutant, le souverain balaye la pièce du regard. Dans un coin, il y a Letellier, le secrétaire d'État à la guerre. Letellier est un ami de Fouquet, mais il obéira aux ordres du roi et donnera son accord pour l'exécution de son projet. Le souverain jette maintenant un œil par la fenêtre. À travers les vitres aux verres irréguliers, il distingue dans la cour les casaques bleus de ses mousquetaires. Tout est prêt. Louis XIV congédie Fouquet et le regarde un court instant s'éloigner. Un peu plus tard dans la journée, Fouquet arrive en chaise à porteur sur la place Saint-Pierre devant la cathédrale de Nantes. Les mousquetaires emmenés par D'Artagnan l'encerclent. Fouquet lève les yeux sur le capitaine. Il est sidéré par les mots qui sortent de sa bouche. « Monsieur, je vous arrête par ordre du roi. » L'histoire de Fouquet est celle de la chute d'un puissant, d'un homme qui s'est élevé trop haut et s'est brûlé les ailes à voler trop près des rayons du soleil. Une histoire aussi romanesque s'est vite transformée en légende, mais les historiens y voient désormais clair. La chute de Fouquet n'est pas due à la simple jalousie du jeune Louis XIV soucieux d'imposer sa vision absolutiste de la monarchie. Elle a été provoquée par un complot, une machination élaborée par plusieurs protagonistes. Pour bien comprendre les choses, il faut d'abord savoir qui est Nicolas Fouquet. Il est le petit génie d'une fratrie de 12 enfants issus d'une famille bourgeoise. Les Fouquet poursuivent à chaque génération un rêve d'ascension sociale. De marchands, ils sont devenus magistrats. Nicolas aura pour tâche d'en faire une famille de ministres. D'ailleurs, l'ambition de cette famille est symbolisée par son emblème, un écureuil assorti de la devise « Quo non ascendet », jusqu'où ne montera-t-il pas ? Nicolas Fouquet intègre le Parlement de Paris comme procureur et s'illustre pendant la Fronde comme un soutien infaillible de la famille royale. La Fronde, c'est cette période de crise pendant laquelle la bourgeoisie et une partie de la noblesse s'attaquent au pouvoir du tout jeune Louis XIV qui n'est encore qu'un enfant. Mazarin, le principal ministre d'État de la Régence, remarque Fouquet et le nomme surintendant des finances pour le récompenser de sa loyauté. Ça y est, le rêve de Fouquet va se réaliser. Il devient ministre. Mais attention, il y a un prix à payer. Fouquet va devoir veiller à garnir les cassettes de son bienfaiteur en espèces sonnantes et trébuchantes. Mazarin est un passionné d'art et un collectionneur compulsif. Il a besoin d'une véritable fortune pour assouvir ses envies de beauté et maintenir son train de vie. À ce stade, l'amour de l'art, c'est quasiment un vice, pour ne pas dire un péché. C'est ainsi que Fouquet plonge dans la compromission comme un porc se vautre dans la boue. Il agit en banquier retors et abuse du délit d'initié pour faire entrer et sortir de folles sommes d'argent du trésor en arrosant Mazarin et parfois même le jeune Louis XIV. Tout ça se fait évidemment dans la plus parfaite opacité. Mazarin favorise aussi la carrière d'un autre de ses protégés, Jean-Baptiste Colbert, lui aussi issu d'une frange de la bourgeoisie qui ambitionne d'arriver au sommet de l'État. Mais Colbert est aussi froid et rigoureux que Fouquet est éclatant et flambeur.
Colbert veut ramener de l'ordre dans les comptes chaotiques du royaume. Et pour assouvir toutes ses ambitions personnelles et professionnelles, il doit prendre la place de Fouquet. L'année 1661 est un tournant. À la mort de Mazarin en mars, le jeune Louis XIV affirme sa volonté d'être un souverain absolu. Les ambitieux de Touquerin n'y croient pas beaucoup et espèrent tous devenir son principal ministre et gouverner le royaume comme des marionnettistes. Vous le savez que c'est une grossière erreur. Mais Fouquet, lui, il l'ignore. Il va maintenant tout faire pour impressionner le jeune souverain et devenir son plus proche conseiller. Mais il ne sait pas non plus que dans l'ombre, Colbert œuvre à sa chute. Colbert a décidé de faire tomber le surintendant des finances pour malversation et compte bien lui faire porter le chapeau pour la fortune mal acquise de Mazarin, fortune estimée à la moitié du trésor du royaume de France. Mais ce n'est pas tout. Colbert s'est aperçu qu'il y a une porosité entre les finances personnelles de Fouquet et celles du royaume. Et surtout, Fouquet a acheté à l'insu du roi Belle-Île en Bretagne qu'il est en train d'armer comme une place forte. Il posséderait même une flotte sous pavillon portugais qui lui permettrait d'embaucher des corsaires, des sortes de pirates légaux, qui pillent des galions espagnols et hollandais alors même que ceux-ci sont normalement en temps de paix avec la France. Et à cela s'ajouteraient des activités commerciales dans les colonies dissimulées par des prête-noms. Pour mettre en œuvre la chute de Fouquet, Colbert a besoin d'être proche du roi. Depuis la mort de Mazarin, il travaille fréquemment en tête-à-tête avec lui. Il se rend indispensable et profite de ses entretiens pour monter le roi contre Fouquet, et cette mission ne s'avère pas très difficile. Le jeune roi Soleil sait que son surintendant est riche et qu'il dispose d'un réseau d'amis dans toutes les institutions et dans tous les cercles de pouvoir. Il est aussi connu comme un mécène et un proche de tous les brillants esprits de son temps. Le tout jeune Molière, le grand dramaturge Corneille, le génial La Fontaine et l'influente marquise de Sévigné sont des amis intimes de Fouquet. Et cerise sur ce gâteau difficile à avaler, Fouquet se permet de draguer la délicate Louise de la Vallière, la nouvelle favorite du roi. Louis XIV et Colbert sont d'accord pour faire tomber le surintendant à cause de ses magouilles financières. Mais en tant que procureur du Parlement de Paris, il ne pourra être jugé que par ses pairs, c'est-à-dire le Parlement de Paris qui fera front pour le sauver. Il faut donc qu'il se débarrasse de cette charge qui le protège. Et c'est là que Colbert se distingue par son esprit retors. Il pousse Fouquet à vendre sa charge de procureur et à donner l'argent de cette vente aux caisses de l'État qui sont désespérément vides. Fouquet pense que ce geste plaira au roi et que c'est un investissement pour sa carrière. Voilà, Fouquet n'est plus procureur. Il monte maintenant sa grande opération séduction pour devenir Premier ministre du roi. Une fête en l'honneur du jeune souverain dans son château flambant neuf de Vaux-le-Vicomte. C'est son majordome Vatel qui se charge de la réception. Je vous invite d'ailleurs à réécouter le récit en 2 parties que je lui ai dédié pour avoir plus d'informations sur ce personnage. Il faut voir Vatel comme un génial metteur en scène de grands événements au service de Fouquet. Le 17 août 1661, Fouquet et Vatel attendent donc à Vaux-le-Vicomte entre 2000 et 6000 invités, le roi, sa mère Anne d'Autriche et une grande partie de la cour. Le roi arrive vers 18h. Il découvre alors le plus beau château qu'il ait jamais vu. Pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer, il faut savoir que la cour de France est encore itinérante et que Louis XIV vit entre plusieurs châteaux déjà anciens, comme le Louvre et Saint-Germain-en-Laye. Versailles n'est encore que le vieux relais de chasse de son défunt père Louis XIII. Et là, Louis XIV découvre un château en pierre dorée à l'architecture moderne, tout en courbe, avec de grandes ouvertures pour laisser entrer la lumière. C'est un joyau de l'architecte Louis Levaux. Et l'intérieur est encore plus éblouissant. Le peintre et décorateur Charles Lebrun a réalisé des peintures d'une beauté à couper le souffle.
Dans la chambre de Fouquet, il y a même une peinture figurant Apollon, le dieu solaire, le préféré de Louis XIV dans la mythologie. Et puis il y a des dorures partout, partout. Louis XIV poursuit sa visite des lieux. Dans la salle d'honneur, va-t-elle adresser un ambigu pour le roi, une table sur laquelle tous les plats de la soirée, des soupes au dessert, ont été présentés artistiquement. C'est à pleurer tellement c'est beau. Mais ce n'est pas fini. Louis XIV est à 2 doigts de tourner de l'œil en découvrant les jardins à la française de Lenôtre. À cette date, c'est le plus beau jardin de France. Et puis Fouquet a prévu des distractions. Molière a écrit une comédie-ballet pour l'occasion, Les Fâcheux, qui se moquent des parasites qui gravitent autour du roi. La musique est de Lully et les chorégraphies sont de Beauchamp, le maître à danser du roi en personne. Et puis, il y a les feux d'artifice éblouissants qui dessinent des ailes et des fleurs de lys de feu dans le ciel. Fouquet a réuni autour de lui la fine fleur de la société française. Les plus grands artistes travaillent pour lui. À côté de son surintendant, Louis XIV fait office de pauvre nobliau de province. C'est insupportable. Le soleil éclipsé quitte Vaux-le-Vicomte bien résolu à détruire Fouquet. Mais comme vous l'avez compris, ce n'est pas cette fête qui a été déterminante dans sa chute. Sa décision était déjà prise et Colbert refermait déjà son piège sur sa proie. Comme l'arrestation du surintendant risquait d'être délicate, Louis XIV s'organise pour le faire arrêter hors de Paris, à Nantes, par des hommes de confiance, ses mousquetaires. Malgré les avertissements et les rumeurs, Fouquet ne croyait pas en sa chute. Il est sidéré quand D'Artagnan l'arrête devant la cathédrale de Nantes le 5 septembre 1661. Il est emmené sous bonne escorte au donjon de Vincennes puis à la Bastille. De là, il prépare sa défense pour son procès. Colbert a reçu l'autorisation de mener l'enquête contre le surintendant des finances. Il fait fouiller chacune de ses demeures, dépouille ses livres de comptes et trouve un document compromettant dans sa résidence de Saint-Mandé. Fouquet s'apprêterait à armer des places fortes, dont celle de Belle-Île, contre le roi. On passe des malversations au crime de lèse-majesté. Colbert se réjouit. Fouquet est déjà mort. Maintenant, Colbert choisit les juges devant lesquels passera l'ex-surintendant des finances. Tout est prêt pour le dernier acte de cette pièce tragique. Colbert sait qu'il peut faire tomber Fouquet pour péculat, c'est-à-dire détournement de fonds publics, et crime de lèse-majesté. Mais rien ne se passe comme prévu. Le procès de Fouquet, qui devait être éclair et briser sa réputation, se prolonge. Fouquet se défend avec des arguments imparables et parvient à prouver qu'une partie des accusations contre lui est fausse. D'ailleurs, Colbert a en effet fait fabriquer des faux contre lui. Les juges vacillent et l'opinion se rend compte que cette affaire est louche, d'autant plus que les amis de Fouquet, à l'instar de Madame de Sévigné, ne cessent de plaider sa cause à travers tous les salons. Le juge Lefebvre d'Ormesson, un aïeul de Jean d'Ormesson, reconnu pour sa probité, s'oppose à la peine de mort car il n'a pas assez de preuves contre Fouquet. Après plus de 3 ans face à ses juges, l'ancien surintendant des finances est condamné à un bannissement hors du royaume de France et à la confiscation de ses biens. Cette sentence relativement légère réjouit les Parisiens qui restaient très attachés à leur magistrat. Mais cette peine, ce n'est pas assez pour Louis XIV. Usant pleinement de son droit à rendre la justice, il commue le bannissement en peine de prison à perpétuité dans la sinistre citadelle de Pignerol, un idylle glacial coincé entre les Alpes et la Méditerranée. En 1665, à l'âge de 50 ans, Fouquet commence sa triste vie de détenu. Il est quasiment à l'isolement. Le gouverneur de la prison, Bénigne de Saint-Mars, veille personnellement sur lui. Malgré sa solitude, Fouquet assiste par procuration au lever du soleil. Il apprend que Versailles est désormais le centre du royaume. C'est un joyau taillé par les artisans de Vaux-le-Vicomte. Fouquet meurt dans sa cellule dans des conditions obscures à l'âge de 65 ans en 1680. Certains évoquent un empoisonnement lié à des rumeurs de libération prochaine, d'autres parlent d'une crise d'apoplexie, terme médical autrefois fourre-tout évoquant des hémorragies internes.
On pense aujourd'hui que le corps de Fouquet reposerait dans la crypte scellée de l'église de la Visitation tout près de la Bastille. Évidemment, de toute éternité, on ne supporte pas la mort des héros tragiques, et encore moins s'ils ont été emportés par une cause banale. D'aucuns se mirent à raconter que le gouverneur Saint-Mars emmenait avec lui de prison en prison un homme dont le visage serait caché par un masque de fer. Et si Fouquet n'était pas mort? Et si c'était lui, l'homme au masque de fer? Pour le savoir, je vous invite à écouter un autre épisode d'Au cœur de l'histoire que j'ai dédié à ce personnage mystérieux. Je vous laisse donc sur une énigme pour aujourd'hui, mais c'est pour mieux vous titiller. En tous les cas, dans l'équipe d'Au cœur de l'histoire, il n'y a pas de mystère. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Pierre Casalo. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Kelly Decroix et Nathan Laporte. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours sur l'appli d'Europe 1, sur votre plateforme d'écoute favorite, et tous les week-ends à 15h sur l'antenne d'Europe 1. À très vite!